Nous commencerons notre revue de la semaine avec cette information intéressant particulièrement les sportifs et concernant le tournoi international à Burnaby. Eh bien, on apprend que le Canada refuse d'accorder des visas à l'équipe Haïti Bongo. Les joueurs de l'équipe de basketball Haïti Bongo ne pourront pas participer au tournoi international de Burnaby qui se trouve dans le Grand Vancouver cette semaine, apprend Équilibreur. Leurs demandes de visa ont été refusées par Citoyenneté et Immigration Canada, affirmant que les mêmes critères s'appliquent à tous ceux qui veulent entrer au Canada, peu importe leur pays d'origine. Un mois avant cette décision, un gestionnaire de l'ambassade canadienne à Port-au-Prince, dans un courriel, avait déjà évoqué, rapporte Radio-Canada, les conditions extrêmes de pauvreté du pays comme raison. Ils ont dit que nous n'avons pas de maison, nous n'avons pas d'argent, que nous n'avions aucune raison de revenir en Haïti après le tournoi. Se désole l'entraîneur de l'équipe, Sébastien Pétion, indiquant que l'immigration canadienne a pris 5 semaines avant de rendre sa décision, soit 2 jours avant la compétition. Cette équipe haïtienne a dépensé 7 000 $ en vue de ce voyage qui leur est donc maintenant refusé par l'immigration canadienne. Parlement, mardi, l'Assemblée des députés à la Chambre basse a finalement adopté le rapport de la Commission Économie et Finances sur le budget rectificatif 2015-2016 par 51 voix pour 2 contre et 6 abstentions. Ce budget rectificatif a été révisé à la baisse, passant de 122,6 milliards de gourdes à 113 milliards de gourdes en raison de la baisse des recettes fiscales et des contributions internationales. Abel Descollines, le premier secrétaire de la Chambre basse, a déclaré que c'est un budget crucial et important pour les élections, puisqu'il comprend 850 millions de gourdes pour les prochaines élections, soulignant que les députés ont voté afin de permettre au CEP, le Conseil électoral provisoire, de disposer de ressources financières et de ne pas être accusé de blocage. Cette loi de finances rectifiée a été transmise au Sénat qui doit à son tour se prononcer et ratifier dans les mêmes termes ce budget rectifié, alors qu'il éprouve de grandes difficultés à tenir une séance. Si le budget est modifié au Sénat, alors il sera retourné de nouveau à la Chambre des députés. Ce sera une véritable navette. Le député Antoine Rodon-Bien-Aimé, qui est le président de la Commission Économie et Finances, rappelle que les modifications faites dans le budget, désaffectation et réaffectation au profit de certaines institutions jugées prioritaires, peuvent ne pas être débloquées si l'exécutif émet des objections sur ces modifications, mais que pour le moment, la balle est dans le camp du Sénat. Élection, les bulletins de vote seront imprimés à Dubaï. Uder Antoine, qui est le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, a fait savoir que c'est la firme de Dubaï, Al Ghurair Printing and Publishing, qui a de nouveau été choisie pour l'impression des bulletins de vote suite à un appel d'offres international fortement critiqué par des imprimeurs locaux. L'offre de la firme de Dubaï est estimée à 2 552 556 $ américains, incluant le transport, surclassant 2 autres soumissionnaires qui sont une firme anglaise et une firme sud-africaine. À noter que malgré leur intérêt manifesté, aucune firme haïtienne n'a pris part à l'appel d'offres relatif à la fabrication des bulletins et matériels sensibles. Selon Uder Antoine, 2 firmes haïtiennes étaient intéressées, mais elles se sont finalement retirées. Uder Antoine a expliqué que l'appel d'offres international était une obligation en vertu d'un accord signé déjà en 2015 entre l'État haïtien et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Comme il restait 6 millions de dollars dans le fonds composé de contributions étrangères et qu'aucun fonds haïtien n'était disponible,
l'utilisation de ces fonds étrangers impliquait obligatoirement le respect des clauses de l'accord avec le PNUD. Notez que lors du premier appel d'offres, c'était en 2015, pour l'impression des bulletins de vote, les soumissionnaires haïtiens avaient été écartés parce qu'ils demandaient trop cher. Suite à cette décision, on apprend la démission de Ronald Saint-Jean. Oui, le directeur général des presses nationales, Ronald Saint-Jean, qui avait vertement critiqué la décision du CEP via le PNUD de faire imprimer les bulletins pour les élections du 9 octobre à l'étranger, a démissionné de ses fonctions comme il avait promis de le faire. C'est l'agence HPN qui l'annonce. Ronald Saint-Jean avait menacé en effet de démissionner il y a quelques semaines si les firmes étrangères devaient une fois de plus obtenir le contrat d'impression des bulletins dans un contexte où les élections sont financées par le Trésor public. On se rappelle que Ronald Saint-Jean avait proposé les presses nationales pour la fabrication de ces bulletins. Dans une correspondance aux allures d'arrêté présidentiel, Ronald Saint-Jean a exposé les motifs de sa décision, soulignant attendre que ces autorités de nomination prennent les dispositions nécessaires. M. Saint-Jean, d'ailleurs, n'est pas la seule voix qui se soit élevée ainsi contre cette décision plutôt inopportune qui soulève beaucoup de débats dans la société haïtienne. Les imprimeurs et de nombreux leaders politiques se sont également prononcés, surtout en considérant le fait qu'après les élections du 25 octobre, de nombreux lots de bulletins avaient été retrouvés un peu partout, ce qui laissait suggérer qu'une vaste fraude aurait été orchestrée avec peut-être l'aide de l'imprimeur. Politique maintenant, les remous de l'affaire Sandro Joseph. Mandat d'amener émis contre un ancien président de la République, contre des parlementaires en fonction. Oui, l'ancien président René Préval, les sénateurs Andris Richer, Jacques Sauveur-Jean, ainsi que l'actuel ministre de l'Éducation, Jean Beauvoir d'Orson, sont entre autres les personnalités contre lesquelles le juge Al Duniel dimanche a décidé d'émettre des mandats d'amener dans le cadre du procès de l'ancien directeur général de l'ONA, Sandro Joseph, dont l'audience a été reprise le mardi 9 août 2016, apprend HPN. Le juge dimanche a expliqué que cette décision fait suite au refus de ces personnes de répondre à la convocation dont elles avaient été l'objet. En effet, seul l'ancien sénateur Edwin Zeni s'est présenté pour donner des informations de cette séance en assise criminelle spéciale sans assistance de jury. Soulignons que l'ex-directeur général de l'ONA, accusé de détournement de fonds, faux et usage de faux et association de malfaiteurs, avait passé 6 années en cavale. Après s'être rendu lui-même à la justice, son procès avait repris le 20 juillet dernier, mais l'audience a dû être suspendue en raison de nombreuses irrégularités dans l'acte d'accusation, avait déclaré le juge dimanche. Toujours politique, justice maintenant, l'homme d'affaires Marc-Antoine Accra, inculpé pour drogue, trafic illicite de drogue. C'est sous ce chef d'accusation que l'homme d'affaires Marc-Antoine Accra, responsable de la Nabatco, a été inculpé. Ceci suivant l'ordonnance de clôture de l'instruction du juge Berge au surpris du tribunal de première instance de Port-au-Prince le 29 juillet dernier. Les autres personnes à avoir été aussi inculpées sont le jeune frère de Marc-Antoine Accra, Sébastien Accra, Grégory Georges, alias Tiquetan, Fedner Doliscar, alias Surpris, et Jacqueline Wilfried, alias Bouboule. Ils sont eux aussi inculpés pour complicité de trafic illicite de drogue. Rappelons que de la drogue avait été découverte en avril 2015 à bord du navire panaméen Manzanares, lequel transportait une importante cargaison de sucre en provenance de la Colombie pour le compte de la compagnie de M. Accra, rapporte et rappelle l'agence HPN. Au total, 108 kilos de cocaïne et 15 kilos d'héroïne avaient été retrouvés le 6 avril 2015 par la BLTS
dans les cales du navire Manzanares, qui avait à son bord une cargaison de 6500 tonnes métriques de sucre de marque Nkoka. La commande avait été faite en février 2015 par la Nabatco auprès d'une compagnie colombienne, Azucares Mieles. La drogue avait été dissimulée dans des assiettes en faume. Soulignons que l'homme d'affaires, Marc-Antoine Accra, avait été nommé ambassadeur de bonne volonté de la République d'Haïti par arrêté présidentiel en date du 1er février 2016, c'est-à-dire 6 jours avant le départ du président Martelly et de son gouvernement. Show business, la compagnie Warner Music France prend sous son aile l'artiste Mika Ben. Oui, l'artiste haïtien, connu sous le nom de Mika Ben, vient de signer un contrat de licence et de distribution avec la compagnie musicale internationale Warner Music France, qui est l'une des filiales de Warner Music Group, pour sa chanson titrée Tipam. Le lancement officiel de cette musique sur le marché européen a été fait le 29 juillet dernier sous le titre de Caribbean Pop. Mika Ben, de son vrai nom Michael Benjamin, a profité pour faire le dépôt de l'enregistrement officiel de la musique Tipam au bureau haïtien du droit d'auteur. Cet acte, dit-il, est pour bien démontrer aux autres artistes l'importance d'enregistrer leurs œuvres artistiques au bureau haïtien du droit d'auteur, car ainsi les grands distributeurs internationaux comme Warner Music se sentiront en confiance et pourront décider de faire affaire avec les artistes haïtiens. En plus de la chanson Tipam, la compagnie Warner Music France aura à faire également la distribution de 4 albums complets de Mika Ben. C'est un contrat à long terme que la société Mika Ben Productions, qui est responsable de produire et de soutenir l'artiste, a entérimé avec la compagnie de renommée mondiale. Pour finir, cette dépêche d'Alter Presse concernant ces 1300 migrants, dont des Haïtiens, bloqués en Colombie. Et à ce propos, la Commission interaméricaine des droits humains, la CIDH, se dit très préoccupée de la situation dans laquelle se trouvent ces migrants venant en majorité d'Haïti, de Cuba, de l'Afrique et de l'Asie. Ils sont bloqués à Turbo, une localité colombienne limitrophe du Panama, et ils se trouvent dans une situation vraiment déplorable. Et bien voilà, c'était l'essentiel pour la revue de presse cette semaine.